bien en fonction de l'axe d'inclinaison des articulaires des articulations zygapophysaires, vous voyez la composante de rotation qui est plus ou moins importante, et en particulier au niveau, bien sûr, de C1, C2. Mouvement associé 3D, au niveau donc de l'occiput atlas axis, vous voyez les études faites par Pendjabi, par Ishii et par l'étude que nous avons réalisée à l'Université de Bruxelles. Vous voyez les mouvements associés, rotation axiale, latéroflexion, flexion-extension. Les signes négatifs, donc la rotation est associée à une latéroflexion hétérolatérale et extension. Ceci vérifie ce que l'on savait déjà. Ici, vous avez un résumé de tout ce que l'on vient de dire. Je vais passer directement à ce qui vous intéresse peut-être le plus, à savoir la biomécanique de la manipulation. Alors, jusqu'à ce jour, certains auteurs, dont notre fameux Robert Meigne, que le monde entier nous envie, Robert Meigne prétendait d'abord que l'ostéopathie était réservée aux médecins, et deuxièmement que lorsque l'on pratiquait une manipulation de type haute vélocité, basse amplitude, la limite anatomique se trouvait là, la limite physiologique était au-delà de l'anatomie, ce qui est déjà un peu particulier quand même, et ensuite la manipulation allait juste au-delà de la physiologie. Donc on était quand même en pré-subluxation, on va dire, donc dangereux. D'où l'idée que manipuler une colonne cervicale est quelque chose de très dangereux qui persiste dans l'opinion non seulement du public, mais qui est largement retransmise par une partie encore du corps médical, qui n'a pas tout à fait compris. Ceci notamment. Alors, autre tableau qui va un peu dans le même sens, toujours Meigne, mais qui a un peu changé son truc, je pense. Voilà, position neutre, mouvement actif. Donc on aura un mouvement actif qui n'irait jamais aussi loin que le mouvement actif possible, ça c'est assez pertinent. Et ensuite la manipulation qui est juste avant la luxation. Donc en effet c'est extrêmement dangereux si vous pensez à ce que peut provoquer une luxation au niveau de la colonne cervicale. C'est en général assez mortel. Alors oui, ici une autre représentation, normal range of motion. Donc vous avez flexion-extension, la limite physiologique, et cette fois-ci la limite anatomique qui est au-delà de la limite physiologique. Bon, les études réalisées, et nous avons donc l'étude ici de Klein, Triano et Schulz, analyse de la cinématique 3D lors de la manipulation. J'ai participé personnellement d'ailleurs à cette étude. Là, c'est avec un goniomètre électronique, on a mesuré ce qui se passait, et le point de contact, et on a enregistré ce qui se passait pendant la manipulation. Donc ça, c'est une étude relativement ancienne déjà, puisqu'elle date de 2003, et qui a été publiée, celle-là d'ailleurs, dans les actas de biomécanique, dans les revues de biomécanique. Et vous voyez qu'au moment, ici, c'est la manipulation. Donc vous voyez, qu'est-ce qui se passe? On met d'abord, comme on nous l'enseigne, side bending et extension. Donc vous voyez que progressivement, on arrive dans l'extension et dans l'inflexion latérale. Et au moment du thrust, lui se fait en rotation, et bien vous voyez que la rotation n'augmente pratiquement pas. Il n'y a pas énormément de rotation, et on est largement, c'est ce qu'il faut voir, en deçà de la norme physiologique. Donc on n'est pas du tout dans une zone dangereuse avec ce type d'approche technologique. Je dis bien avec ce type d'approche technologique. Je passe là-dessus parce que c'est un peu long, c'est pour relire tout ce que l'on vient de voir. Alors voilà maintenant l'étude faite au CT scan. Donc 10 sujets sains, bien entendu approuvés par le comité d'éthique de l'hôpital Erasme. Et ceci, c'est une véritable image, donc un scanner du praticien qui lui aussi quand même s'expose aux radiations. Voilà Walid Salem qui se prépare à manipuler. On n'a malheureusement pas le film, ça ne fonctionne pas. Mais voilà la segmentation. Donc pendant la manipulation, de nouveau, reconstruction tridimensionnelle des zones, la masse osseuse, et voilà les résultats. Vous voyez que la rotation, left axial rotation, ne dépasse pas ici les 33 degrés. Donc on est en dessous des 42 degrés de la physiologie. C'est ce qu'il faut retenir. Ces tableaux reprennent les mêmes valeurs. On va prendre C4, C7 puisque c'est le niveau qui a été manipulé. Vous voyez que là, 5,1 degrés, la manipulation donne moins 0,3 en rotation axiale, latéroflexion,
et en flexion-extension. Vous avez les valeurs. En fait, toutes les valeurs sont inférieures à la physiologie, c'est ce qu'il faut retenir. Alors voilà maintenant la visualisation de la manipulation. Et là, on observe un phénomène non prévu, impossible à voir là, mais il est visible sur les tableaux précédents. C'est que lorsque vous manipulez ce que vous pensez, par exemple, être une postériorité de C5 à droite, eh bien, au moment de la manipulation, elle part en rotation du côté opposé. Et c'est systématique. Oui. Donc, imaginons, conceptuellement, mon examen clinique me porte à penser que j'ai une postériorité en C5 à droite. D'accord ? Je vais donc essayer de l'antérioriser quelque part vers la gauche, quelle que soit la technique utilisée. Eh bien, on observe qu'en faisant cette technique, ce qui se passe, c'est l'inverse. La vertèbre que l'on manipule a tendance systématiquement, au moment du thrust, à partir dans l'autre sens, ou en tout cas où le reste à partir dans le sens à gauche. Ce qui remet, non pas l'intérêt de la manipulation en question, mais l'interprétation que l'on a de la dysfonction ostéopathique une fois de plus. C'est là qu'il y a, à mon avis, une grosse réflexion à faire, conceptuelle, sur la notion de dysfonction ostéopathique. J'ai quelques idées là-dessus, mais on en parlera au repas du soir. Et je suis loin d'être certain d'avoir la vérité, mais il y a manifestement des choses... Il y a une théorisation nécessaire. J'arrive au bout. Alors, je vais quand même vous les montrer, elle bougeait un peu, non ? Voilà, que ça va très vite, mais... Donc ça, c'est jusqu'à la mise en tension et au passage de la manipulation, et puis le retour en arrière. Point fort de cette étude, visualisation et quantification de la cinématique 3D intersegmentaire lors de la mise en tension, mise en évidence d'une contre-rotation jamais citée dans la littérature, c'est ce que je viens de vous dire, mais les faits sont les faits. Les amplitudes segmentaires lors de la mise en tension manipulatoire ne dépassent pas celles de la rotation maximale physiologique. Ça, s'il y a 3 choses à retenir de ce que je viens de vous montrer, c'est ça. On peut rapidement dire un petit mot de l'artère vertébrale, là aussi pour vous rassurer. L'artère vertébrale est au centre de toutes les critiques. Dissection de l'artère vertébrale, nous sommes des grands pourvoyeurs de tétraplégie au travers des dissections de l'artère vertébrale. Il faut savoir quand même que le nombre de cas mortels répertoriés en près de 80 ans, ça doit représenter environ une trentaine de cas, dont certains ont été manipulés par leur coiffeur, leur femme, leur rebouteux, etc., etc. Et pas les chiropracteurs, il ne faut pas non plus imaginer ça, parce que c'est aussi une idée reçue. Les chiropracteurs manipulent beaucoup plus que nous, ils en voient beaucoup plus et ils sont plus nombreux que nous. Donc il ne faut pas ramener leurs accidents à une réalité qui serait liée à leur dangerosité. C'est simplement lié à l'effet de nombre. Donc, simplement pour vous dire que les accidents vasculaires, en tout cas, sont les plus fréquents et quand ils sont répertoriés par rapport aux manipulations, et l'artère vertébrale, vous voyez, c'est 20% des cas, mais par rapport à 177 cas, et ces cas ne sont pas nécessairement mortels. Néanmoins, il faut les éviter. Donc voilà la zone dangereuse. Voilà le mécanisme lésionnel présupposé. Vous voyez que dans la rotation importante et violente, c'est cette zone-là, évidemment, qui est dangereuse. C'est entre la mastoïde et l'atlas, c'est le corps latéral de l'atlas. On va donc essayer de vérifier s'il y a une augmentation de longueur de l'artère vertébrale à partir d'une position prémanipulatoire par rapport à une rotation maximale de la tête. Ça nous permettra de voir si la manipulation est plus dangereuse que la simple physiologie. Et donc voilà, le repérage se fait comme ceci. Vous voyez les différents étages de repérage de l'artère vertébrale. Là aussi, ça demande pas mal de précision. Reconstruction tridimensionnelle. Les résultats, en gros, pour vous simplifier la vie, vous voyez que avant manipulation, à droite et gauche, et l'allongement, vous voyez qu'il n'y a aucun allongement de l'artère vertébrale pendant une manipulation de type paramètre mineur, sans avoir besoin d'interpréter chaque chiffre. C'est ce qu'il faut retenir. Les conclusions générales, et j'en termine. Mise en évidence d'une contre-rotation jamais citée dans la littérature, les amplitudes segmentaires lors de la mise en tension ne dépassent pas les amplitudes physiologiques, et les variations de longueur de l'artère vertébrale lors de la position prémanipulative est inférieure aux variations de longueur lors des rotations physiologiques gauche-droite. Donc, notre ami Paul propose d'appeler désormais ces techniques les techniques M&M. Ça me fait un peu penser à des petits dragées chocolatés, mais peu importe, ce seraient donc des techniques qui auraient un nombre de degrés de liberté maximal et des amplitudes minimales. Et je pense qu'on peut vous remercier de votre attention, M. Walid Salem et Paul Klein, et moi-même. Merci.